Ma route a croisé le design humain il y a plus de 13 ans maintenant. Et pour moi, Martin Buber explique très très bien avec cette citation à quoi sert ce modèle. Martin Buber, il nous dit c'est le devoir de chaque personne de savoir et de reconnaître qu'il n'y a jamais eu personne comme lui en ce monde. Car s'il y avait eu quelqu'un comme lui, il n'y aurait pas eu besoin qu'il fasse partie de ce monde. La tâche en premier lieu dévolue à chaque personne est l'actualisation de ses potentiels uniques, sans précédent et qui ne se reproduiront jamais, et non la répétition de quelque chose que quelqu'un d'autre, fût-il le plus grand, a déjà accompli. Chacun de nous est là pour actualiser les potentiels qu'il a à l'intérieur de lui, et non pas ceux de quelqu'un d'autre. Notre tâche, elle est celle-là, en fait. La tâche de chacun de nous est d'actualiser ce que la vie a mis en nous à l'intérieur de notre ADN. Alors, je vais vous présenter ce modèle qui s'appelle le design humain et que j'ai décidé de renommer en holo-design intégratif. Il y a deux raisons qui font que j'ai choisi de renommer ce modèle. La première raison est que je l'ai considérablement fait évoluer en le mettant en lien avec d'autres outils, d'autres modèles, d'autres enseignements, pour le rendre plus simple et parce que j'ai ce souhait profond de l'universaliser. Et la deuxième raison est qu'on est en train de faire une mutation actuellement. L'humanité est en pleine mutation et j'aurais envie de dire pour devenir consciemment, ou pour devenir des humains conscients, c'est-à-dire des holons. Le mot holon vient du grec et ça signifie en entier. Ça veut dire que chacun de nous a pour vocation de devenir entier, c'est-à-dire un humain conscient de lui-même, de l'autre et de l'environnement. Devenir des êtres, j'aurais envie de dire tripartites, et donc entiers. Donc le holo vient de ce terme et on le retrouve beaucoup aujourd'hui dans l'holacratie, dans les hologrammes, dans le côté holistique. Donc en fait, c'est l'humain holistique et avec un design qui a intégré énormément d'autres connaissances, d'autres outils et d'autres modèles. Alors je vais vous présenter les 5, pour moi, les 5 niveaux de structure qui existent à l'intérieur de ce modèle. Il est d'une précision et d'une puissance que je dirais inégalée aujourd'hui. C'est le modèle que j'ai choisi pour cette précision. Parce qu'au lieu d'avoir des cases, entre guillemets, comme on a pour beaucoup d'outils, 4 cases, 6 cases, 6 profils, 12 profils, ben là on a autant de schémas corporels que d'êtres humains, autant de cases que d'êtres humains. Et c'est la beauté de ce modèle. C'est l'une des beautés de ce modèle. Avant de vous présenter les 5 niveaux de structure ou les 5 structures, quelques généralités pour commencer à comprendre ce modèle. Le Human Design est un modèle qui est apparu dans les années 90, qui a cette particularité d'unifier, de synthétiser, entre autres, l'astrologie, l'astrophysique, la science du Viking, mais aussi la biochimie, la biologie, la génétique, la physique quantique, et tant d'autres. On en parle comme une science de la différenciation. Et la magie de ce modèle, c'est qu'il met en lien l'ADN, avec ses 64 codons, et
justement la structure du Viking avec ses 64 hexagrammes, que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Au niveau de chaque codon, on a 6 groupes d'acides aminés et au niveau de chaque hexagramme, on a 6 lignes. On pourrait dire que c'est la magie. Mais en tout cas, c'est un élément fondamental dans cette structure. Si vous avez croisé le design humain sur votre route, vous avez très certainement croisé des schémas de ce type, que j'ai nommé schéma simple, dans lesquels on a au centre le schéma corporel et de chaque côté les 2 colonnes d'activation, que je vais vous expliquer un tout petit peu plus tard. Vous avez aussi peut-être vu le schéma holistique, qui a de la même manière au centre le schéma corporel et de chaque côté les activations, mais rangées, organisées d'une certaine manière et avec plus d'informations. Et on va le regarder un peu plus en détail. Et on peut le voir aussi de cette manière-là, avec le schéma mandala, où on a au centre le schéma corporel toujours, et tout autour, plusieurs roues qui s'imbriquent, 3 roues qui s'imbriquent, qu'on va regarder juste après. Je vais garder ce schéma holistique pour vous expliquer cette structure, et allons déjà le décomposer un petit peu. Au centre, je vous ai dit, on a ce qu'on appelle un schéma corporel. Et puis, de chaque côté, on a les activations, qu'on appelle des portes. Tous ces numéros qu'on voit sont des portes. Je prends mon crayon, par exemple la porte 13, la porte 7, la porte 4, la porte 49, etc. De chaque côté, on a 26 activations. 26 activations dont 13 sont conscientes, rattachées à la personnalité, et 13 inconscientes, rattachées au design. Inconscientes, mais néanmoins innées. Ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas, ça veut dire qu'elles sont bien là. J'aime bien parler des activations inconscientes comme un bras. Imaginez, vous avez un bras qui est invisible, mais qui attrape des tasses. Mais le bras, il est bien là. Il n'est pas conscient, mais il est quand même présent et il agit. Et vous voyez les tasses. Mais les autres autour de vous voient très très bien le bras. C'est pour ça qu'on peut reconnaître nos activations inconscientes grâce à notre entourage. Et donc, nous avons les portes. Comme par exemple la porte 13, qui est activée ici, et qu'on voit représentée sur le schéma central, le schéma corporel. On l'entoure pour dire qu'elle est activée, cette porte, et on lui fait un petit trait noir pour dire qu'elle vient du côté noir, c'est-à-dire du côté personnalité. Donc là, on a la notion des portes. Et puis, il y a des activations conscientes, des activations inconscientes. Ça veut dire que, hop, j'ai oublié un morceau, un canal est représenté par la juxtaposition de 2 portes. Et donc, on a aussi sur ce schéma la notion des centres, toutes ces formes, ces carrés, ces triangles, losanges. On appelle ça des centres. Donc des portes, des canaux et des centres dans ce schéma corporel, et de chaque côté, les portes qui sont activées pour chacun, consciemment et inconsciemment. Et si on sépare les deux et qu'on regarde nos 2 empreintes, parce que nos activations, on appelle ça une empreinte, on a de chaque côté une empreinte consciente à droite et une empreinte inconsciente à gauche. Et nous sommes chacun et chacune la juxtaposition de ces 2 empreintes. Et dans ce modèle, on a toujours une règle, c'est que le 1 plus 1 est supérieur à 3. Ça veut dire une empreinte inconsciente et une empreinte consciente vont donner quelque chose de plus grand, de même qu'une porte et sa copine en face, l'autre porte, vont donner quelque chose de plus grand, qu'on appelle un canal. Le point que j'ai envie de poser déjà, c'est que notre problématique, c'est qu'on s'identifie à notre empreinte consciente. Je crois que je suis cela.
mais on oublie notre empreinte inconsciente. L'un des éléments premiers de regarder son schéma, c'est justement d'avoir conscience de notre empreinte inconsciente pour pouvoir voir consciemment comment ces potentiels, ces dons agissent à l'intérieur de nous. Ça, c'est les généralités. On a vu les bases du schéma. Maintenant, rentrons dans chaque niveau de structure. Le premier niveau de structure, c'est la structure des 9 centres. Les carrés, les losanges, les triangles qui composent ce schéma corporel. Dans cette structure des centres, on a déjà de chaque côté, tout en bas et tout en haut, 2 centres de pression. En haut, le centre tête et en bas, le centre racine. La tête est la pression pour comprendre, conscientiser le monde. La racine est la pression pour faire changer ce monde. On a 4 centres moteurs, que sont la racine, qui est un centre moteur. C'est un moteur qui pousse grâce à l'adrénaline au changement. On a juste au-dessus le centre sacral, qui est un moteur très puissant qui permet de donner la vie dans ce monde. On a le plexus solaire, qui est le moteur de l'émotionnalité. Et on a le centre du cœur égo, qui est le moteur de la volonté. On a 3 centres de conscience. La conscience plénique, conscience de l'instinct, de l'intuition, notre conscience la plus ancienne. On a la conscience de l'ajna, le raisonnement, mais aussi la conscience de l'observateur. Et on a la conscience du plexus solaire, en pleine transformation actuellement, dans cette période 2020-2027, pour devenir une conscience spirituelle. Vaste programme dont je ne vais pas vous parler maintenant, il me faudrait plusieurs heures. Et au cœur de ce triangle des 3 centres de conscience, nous avons le centre de la direction, centre de l'identité et centre de l'amour. Quelle est ma boussole, quelle est ma direction et comment je peux rayonner l'amour au centre de nos 3 centres de conscience. Ça veut dire aussi que mon identité, mon être, mon soi, mon espace d'amour transpersonnel a 3 centres de conscience pour conscientiser ce monde. Et enfin, un centre qui nous permet de communiquer et d'agir, de manifester, qui est le centre-gorge. Ces centres sont parfois coloriés ou blancs. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est différent pour chacun des schémas. Là, c'est un exemple, mais chacun de nous a un schéma corporel différent, bien entendu. On a d'abord les centres blancs, qu'on appelle des centres ouverts ou non définis. Comme leur nom l'indique, ils représentent notre ouverture à la vie, notre ouverture à l'autre, et donc un espace de vulnérabilité et d'influence, et un espace de conditionnement. Ça veut dire que comme je suis ouvert à l'autre, le piège, c'est d'essayer d'être l'autre ou de faire comme l'autre. Mais ce sont aussi des espaces de sagesse, de l'ouverture et de la sagesse, à condition de ne pas chercher à devenir l'autre. Et puis on a aussi des centres qui sont dits définis. Les centres de couleur sont dits définis. Ils représentent notre fondation. Ça veut dire ce qui est fiable, ce qui ne bouge pas à l'intérieur de moi, et donc ce sur lequel je peux m'appuyer. C'est fixe, c'est fiable, c'est consistant, c'est ma fondation. C'est défini à l'intérieur de moi. Et ces centres vont définir, un autre point, les centres sont définis lorsqu'ils sont reliés par un canal, c'est-à-dire lorsque 2 portes l'une en face de l'autre sont activées. On voit que là, on a un canal, donc de chaque côté les centres sont définis. Ici, on a un autre canal, donc de chaque côté les centres sont définis. Ici, on a un 3e canal, de chaque côté les centres sont coloriés, définis. Et donc, cette structure des centres, en fonction du fait qu'ils soient définis ou qu'ils soient ouverts, va créer une certaine circulation d'énergie.
Pour comprendre la circulation de l'énergie dans le schéma corporel, première chose, tout finit toujours à la gorge, notre centre de communication et de manifestation. L'énergie commence toujours par les deux centres, commence toujours par entrer dans les deux centres de pression. Ensuite, elle va passer ou pas par l'un ou plusieurs de nos 4 centres moteurs. Et cette circulation d'énergie va venir définir notre type de structure énergétique. Chacun de nous a un type de structure énergétique différent en fonction de comment l'énergie circule par nos canaux à l'intérieur de nos centres définis et notamment en passant ou non par les moteurs et comment elle finit par aboutir à la gorge ou pas. Les 4 types de structures énergétiques sont, même si sur la diapo on pourrait croire qu'il y en a 5, il y en a 4. On a les générateurs et générateurs manifesteurs qui forment un type de structure énergétique. C'est des gens qui ont énormément d'énergie à mettre au service des autres et de même. Les projecteurs qui sont des guides. Les manifesteurs qui ont un vrai don de manifester, d'impulser. Et les réflecteurs qui sont là pour refléter l'atmosphère, l'ambiance, l'énergie existante. On voit au niveau des proportions qu'il y a 70% de générateurs, la moitié générateur pur, l'autre moitié générateur manifesteur, 20% de projecteurs environ, 9% de manifesteurs et 1 à 2% de réflecteurs. À quoi ça sert de connaître son type ? Ça sert à bien conduire sa vie, ou plutôt bien se conduire dans la vie. Parce que chaque type, en fonction de sa structure énergétique, va avoir une stratégie particulière pour rentrer dans l'expérience, pour rentrer en interaction, pour agir dans le monde. Et donc, en fonction de mon type, je vais agir d'une certaine manière parce que mon énergie circule d'une certaine manière à l'intérieur de moi. Et un deuxième point pour bien conduire sa vie ou bien se conduire dans la vie, c'est ce qu'on appelle l'autorité intérieure. L'autorité intérieure, c'est comment je fais mes choix. Quelle est ma stratégie décisionnaire? Quelle est ma meilleure manière pour décider? Sachant que le mental n'est jamais, jamais, jamais notre outil de prise de décision. J'adore cette diapo. Elle m'a toujours fascinée. Je vais faire un petit raccourci, d'accord? On a un véhicule qui représente notre design, notre corps, notre intelligence biologique, cellulaire. Et dans ce véhicule, 2 sièges à l'arrière, on a un passager, la personnalité. Ce passager a un mental. Faisons le raccourci de dire le passager est le mental. C'est un raccourci. Mais il va nous permettre de comprendre que le passager ne peut pas savoir quelle route il faut prendre. Le passager est là pour s'asseoir confortablement, 2 sièges à l'arrière. Vous savez, dans les limousines, il y a une vitre qui fait que le passager, il ne voit pas devant. Donc, il y a un conducteur. Il y a un conducteur qui, lui, connaît la direction. Et dans ce modèle, on appelle ça l'autorité intérieure. Ce conducteur, on l'appelle le monopôle magnétique. Ou plutôt, le monopôle magnétique est le moyen de rester aligné sur notre trajectoire. Comme si chacun de nous avait une route, une trajectoire, comme les planètes en fait. Le Soleil, il a une trajectoire, il tourne d'une certaine manière et il met un certain temps à faire le tour du mandala. La Lune, pareil. Chaque planète a une circulation, une trajectoire et un temps. Et bien chaque humain, pareil. Il a une circulation, une trajectoire et un temps. Chacun de nous a un espace et un temps. Et donc le monopôle magnétique va nous guider sur cette trajectoire et dans ce temps qui nous est donné. Pour permettre au passager, lui, pendant ce temps, de contempler, de regarder et d'intégrer le paysage qu'il peut voir. Et alors, j'ai pas pu m'empêcher de vous mettre une petite diapo sur le monopôle magnétique. Parce que j'ai beaucoup étudié le sujet lors d'une conférence
que j'ai donné sur la physique quantique. Et j'avais trouvé cette image dans un article dans Science Vie, je crois, sur le monopole magnétique. C'est un vaste sujet qui préoccupe les scientifiques, bien après qu'il ait été, bien après que le design humain en ait parlé. Hein, les monopoles magnétiques ont enfin été observés, c'était en 2009. Le design humain est arrivé dans les années 80. Quand on regarde cette image, on peut imaginer que, par exemple, moi, je suis en vert, et donc j'ai ma trajectoire ici en vert, et en suivant bien ma trajectoire, c'est-à-dire en me laissant guider par mon autorité intérieure et donc par mon monopole magnétique, je vais croiser ici sur ma route quelqu'un qui a une trajectoire bleue. Mais on avait besoin de se rencontrer ici. Et puis je vais rencontrer aussi quelqu'un qui a cette trajectoire en mauve. On avait besoin de se rencontrer ici. Et puis moi, je vais continuer ma route. Et puis je vais rencontrer quelqu'un ici qui a la trajectoire rouge, etc. Je vais rencontrer ma route. Et puis je vais rencontrer à nouveau. Je vais continuer ma route et je vais rencontrer à nouveau quelqu'un sur cette trajectoire bleue. La vie nous guide. Elle nous guide grâce à ce monopole magnétique. Si je fais un petit récapitulatif des mots-clés qu'on vient de voir, on a nos centres définis qui représentent nos appuis, notre fiabilité. On a nos centres ouverts non définis qui représentent notre ouverture à l'autre. Donc, d'un côté, nos difficultés, nos conditionnements et ce qu'on appelle plus généralement le non-soi, mais aussi nos apprentissages, nos défis et nos sagesses. On a les portes qui représentent nos potentiels. Je reviendrai sur pourquoi on appelle ça des portes. Nos qualités innées, nos ressources. On a les canaux qui représentent nos forces vitales, nos talents. On a un autre élément dont je ne vous ai pas parlé, qui s'appelle les définitions, qui représentent comment nos forces vitales sont intégrées et donc quelles sont nos conditions et aussi nos besoins d'interaction. On a les types de structures énergétiques qui représentent notre manière d'entrer dans l'expérience, d'entrer en action et aussi nos styles d'interaction. On a la stratégie de chaque type qui représente justement la stratégie d'interaction, comment je rentre dans l'expérience, et l'autorité intérieure grâce au monopole magnétique qui représente notre stratégie décisionnaire. C'est, à part les portes et les canaux, toute la structure des centres va venir nous donner des informations sur nos centres, bien entendu, nos définitions, nos types de structures énergétiques, nos stratégies d'interaction et nos stratégies décisionnaires. J'ai posé déjà là les portes et les canaux parce que j'en ai parlé déjà dans cette première partie, HDI1, la structure des 9 centres. Alors continuons l'aventure avec le deuxième niveau de structure, HDI2, la structure des 36 forces vitales ou des 36 canaux. Si on revient à ce mandala, on voit que on a la roue des 64 portes du schéma corporel, avec au centre le schéma corporel, et ces portes ne sont pas organisées par hasard. Si je prends l'exemple de la porte 9, elle est ici, dans le mandala, et elle est ici, dans le schéma corporel. Elle est toujours dans le centre sacral, le deuxième centre. La porte 9 est toujours ici. Elle est toujours ici, dans le mandala. Il y a une organisation à 2 niveaux, déjà dans le schéma corporel. La porte 9 est toujours dans le centre sacral, et elle est toujours à un endroit bien précis dans le mandala. Donc il y a 2 niveaux d'organisation, au niveau du mandala et au niveau du schéma corporel. C'est pour ça que je dis toujours qu'on ne peut pas comprendre une porte. On tombe tous dans le piège de vouloir comprendre les portes en premier quand on commence à regarder ce modèle. Or, on ne peut pas comprendre une porte si on ne sait pas dans quel centre elle est, si on n'a pas compris la profondeur du centre, si on ne sait pas dans quel canal elle est, et donc si on n'a pas compris la fréquence du canal, et si on n'a pas compris dans quel endroit du mandala elle est. Donc,
Quand on regarde les portes, il y a tout ça à regarder. Quand je transmets les portes, je les transmets toujours dans l'ordre du mandala. Parce qu'il y a une logique. Chaque porte se passe un relais, un témoin. Et donc la porte 9, elle s'enracine sur la porte 34 juste avant et elle va donner de l'information à la porte 5 juste après. Et la porte 5 s'enracine dans la porte 9 et va donner de l'information à la porte 26. Donc, il y a déjà ce premier niveau de structure pour comprendre les portes et les canaux. Et donc 2 portes, hein, l'une en face de l'autre, forment un canal. Et ces canaux, ces 36 canaux, ces 36 forces vitales, sont organisés en 3 groupes qui vont donner 3 fréquences énergétiques différentes. Et donc, 3 grands systèmes de valeurs. Comprendre ça, ça nous permet de sortir d'un premier niveau de guerre. Je te dis que c'est comme ça, mais non, c'est comme ça. Moi, ce qui est important pour moi, c'est ça. Non, moi, ce qui est important pour moi, c'est ça. Qu'est-ce qui est important pour moi? Comment mes forces vitales m'animent et me donnent une certaine fréquence énergétique. On a un premier groupe de canaux qui sont les canaux du groupe individuel. Pour reconnaître sur le schéma, on voit c'est tous ceux qui sont au centre de la colonne centrale, au centre de chaque côté, avec une petite particularité ici. Parce que derrière, ça se découpe encore en 3 niveaux. On a les canaux du groupe collectif qui sont, eux, pour les reconnaître, ils sont autour, à l'extérieur du schéma corporel et à l'extérieur de la colonne centrale. Et ils vont se diviser encore en 2 niveaux pour donner encore une autre subtilité de fréquence énergétique. Et on a le groupe tribal qui est assez intéressant à voir. Il y a cette espèce d'étoile là à 3 branches et puis on est à l'intérieur de l'intérieur du schéma corporel avec ce groupe tribal. Les images sont toujours importantes. Quand on apprend les canaux et les groupes de canaux, ils sont pas rangés par hasard. Il n'y a pas ces schémas par hasard. Pourquoi tout au centre, comme ça, du schéma corporel pour ce côté tribal? Pourquoi tout à l'extérieur pour ce côté collectif? Parce que le côté collectif veut extérioriser, veut partager. Pourquoi tout à l'intérieur pour le groupe individuel? Parce que on va aller à l'individualité, c'est vraiment le empowerment, l'autonomie, donc aller connecter ses ressources personnelles et son individualité et pouvoir exprimer son individualité, ça veut dire ce qui vient de l'intérieur. Bref, les schémas ne sont pas par hasard et donc ces canaux sont organisés en grands groupes qui vont donner des valeurs particulières et qui vont donner des fréquences énergétiques particulières. Le troisième niveau de structure, HDI 3, c'est la structure de l'hexagramme. De la structure de l'hexagramme à la structure de notre personnalité, toute la notion des lignes et des profils. Sujet profondément passionnant. Tout ce qu'on peut découvrir dans un hexagramme est absolument impressionnant. Moi, ça m'émerveille tous les jours encore un peu plus. Et on va revenir encore à ce mandala. Dans ce mandala, on va retrouver la roue des hexagrammes du Viking à l'extérieur et en résonance avec la roue des portes qui est juste à côté et qui sont toutes les deux enracinées sur la roue astrologique, la roue la plus à l'intérieur de ce mandala. Comme une horloge en fait, j'aurais même envie de dire, il y a 3 horloges imbriquées qui communiquent et qui sont connectées au mouvement de la vie. Parce qu'en fait, ce mandala, quand on l'étudie dans son ordre, justement, il représente le mouvement de la vie. Il nous montre, il nous exprime, il nous explique le mouvement de la vie. Et on a toujours au centre de cette vie, de cette roue de la vie,
le schéma corporel, c'est-à-dire chacun et chacune de nous est au centre d'un système vivant. Et tout à l'heure, je vous ai montré déjà qu'on a une corrélation, une magie entre l'ADN et le Yiking. L'ADN avec ses 64 codons et ses 6 groupes d'acides aminés par codon, et le Yiking avec ses 64 hexagrammes et ses 6 lignes par hexagramme. Et ce qui fait le lien entre les deux, ce sont les portes. La porte, elle vient, j'aurais envie de dire, donner vie à un hexagramme. Elle représente un potentiel et plus profondément, elle représente un principe de transformation et même un potentiel de transformation. Le Yiking, c'est, j'aurais envie de dire, une philosophie, une science millénaire. C'est l'un des premiers livres qui a été imprimé, et qui représente la mise en pratique du Tao. Le Yiking était d'abord utilisé comme oracle pour guider les dirigeants ou pour guider sa vie personnelle, mais principalement en tout début les dirigeants et les grands chefs de l'État. Et là, en fait, on va l'utiliser non pas comme oracle ou comme outil de divination, mais comme outil de compréhension de notre ADN. J'aime voir les portes, comme des endroits où la vie, elle a semé une graine à l'intérieur de nous, dans notre ADN. Ça me rappelle j'ai vu 2 séries dans ma vie, mais mes enfants m'ont poussée pour que je regarde La Casa des Papel. Et dans La Casa des Papel, c'est une série dans laquelle il y a des voleurs qui vont prendre d'assaut, je sais plus comment ça s'appelle, mais l'espace où on fait tourner la planche à billets. Et donc, ils vont créer du billet en disant, bah voilà, pourquoi les gouvernements auraient droit d'imprimer des billets et pas le peuple. Et donc, il y a plein de voleurs, des voleurs adorables. Et il y en a un qui, à un moment donné, explique à sa copine, voilà, qu'il a 6 enfants. Et elle lui dit: «Mais qu'est-ce que tu fais ici, en train de voler, alors que tu as 6 gosses, quoi? Pourquoi tu es pas en train de t'occuper de tes enfants?» Et lui, il répond: «Ce que je veux apprendre à mes enfants, c'est à ne jamais renoncer à leur ADN». Et il dit: «Moi, j'ai un ADN de voleur et donc je vole». Et ça m'a ça m'a ça m'a fait frissonner ce truc. Et quelque part, c'est un peu, ce qui me donne envie de me lever le matin, ce qui me donne envie de continuer à creuser ce modèle, parce que je pense que ma vie ne suffira pas à comprendre la 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 profondeur entière de ce modèle. C'est de permettre à chacun de connecter son ADN, c'est-à-dire d'aller ouvrir les portes de son ADN. D'aller ouvrir les portes pour laisser la petite graine qui est derrière la porte, que la vie elle a mis, germer. Ça veut dire, chaque porte est comme une graine qu'on a à faire germer pour qu'elle donne un arbre et que cet arbre il donne des fruits et qu'on puisse partager ces fruits au monde. Ça veut dire ouvrir une porte sur une part de nous pour la partager au monde. Hein, si on revient à Martin Buber, actualiser nos potentiels, manifester nos potentiels, faire grandir ces petites graines qui sont à l'intérieur de nous, dans notre ADN. Donc, ouvrir les portes. Ouvrir chaque porte. Et il y a différentes manières d'ouvrir les portes. Déjà, c'est de conscientiser ces potentiels qui sont à l'intérieur de nous et de les utiliser le plus possible au lieu de chercher justement à être quelqu'un d'autre et à utiliser des potentiels que l'on n'a pas en nous. Développer ce qu'on a plutôt que de chercher à développer ce qui n'est pas en nous. C'est ce que le Christ appelait la charité. La charité, c'est pas donner de l'argent aux pauvres. La charité, c'est manifester, montrer au monde ce qui est à l'intérieur de moi pour que le monde puisse apprendre de moi les potentiels que la vie elle a mis en moi.
Alors creusons un peu cette science, cette philosophie du viking, cette sagesse ancestrale. Chaque hexagramme est composé de 6 lignes. Je vous ai mis 2 images, une image qui correspond aux 64 hexagrammes qui sont chacun composés de 6 lignes et je vous ai zoomé sur un hexagramme. Une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes et 6 lignes. Alors ces lignes, elles sont soit continues ou discontinues, comme on vient de le voir. Les lignes discontinues, on dit que c'est des lignes yin, et les lignes continues sont des lignes yang. Ces 2 niveaux, yin et yang, vont déjà former 4 bigrammes qu'on voit juste en dessous, qui vont ensuite former 8 trigrammes. On regarde souvent les choses sous l'aspect du trigramme ou de l'hexagramme, avec les 6 lignes. On oublie souvent de regarder l'aspect bigramme. Donc 3 lignes de puissance 3 vont former 8 trigrammes, 6 lignes de puissance 6 vont former 64 hexagrammes, qu'on pourrait bien entendu mettre en lien avec les 6 jours de la création. Et c'est une des choses que j'ai beaucoup étudiées, les 6 jours de la création, les 6 programmes créationnels, pour comprendre justement ce que chaque ligne vient révéler. Et donc chaque hexagramme possède 6 lignes, 6 variations différentes, 6 fréquences différentes. Alors si on regarde la structure d'un hexagramme, on a en effet ces 6 lignes qui peuvent se découper en 2 trigrammes et qui peuvent se découper en 3 bigrammes. Donc bien entendu, si on veut comprendre une ligne, on va chercher dans quel trigramme elle est, mais on va aussi regarder dans quel bigramme elle est. Et ensuite, on va regarder dans quel programme créationnel elle est. Alors un petit résumé, vraiment résumé, des mots-clés et des étapes de chaque ligne. La ligne 1 représente l'introspection, l'investigateur, l'étape d'introspection et le mot-clé investigateur. La ligne 2 représente l'étape de projection et le mot-clé le naturel. La ligne 3 représente l'étape d'adaptation avec le mot-clé l'expérimentateur. La ligne 4 représente l'étape d'externalisation avec le mot-clé le réseauteur. On va externaliser en premier dans son réseau. On va externaliser ensuite, donc universaliser plus large avec la ligne 5, la ligne du rebelle. Et ensuite la ligne 6 de la transition avec le mot-clé du magicien. C'est un résumé, bien entendu. Et ces 6 lignes vont se retrouver dans chaque porte. On voit que la porte 13, elle est 13.5, ça veut dire la porte 13 en ligne 5. Si je reprends l'exemple de la graine, si la porte 13 est une graine, elle va donner des pommiers. Et on sait qu'il y a une multitude de variétés de pommiers, et la porte 13 en ligne 5 sera une variété de pommiers et donc de pommes. Et puis, les lignes vont former ce qu'on appelle le profil, la structure de notre personnalité. Ça veut dire comment moi, je vais jouer mon rôle. Alors pour trouver la structure, on va revenir sur cette notion de juxtaposition dont je vous ai parlé tout à l'heure, la juxtaposition de la partie consciente et inconsciente. Là, on va juxtaposer 2 lignes. On va juxtaposer les 2 lignes du couple Soleil-Terre, personnalité, qui là, en l'occurrence, donne la ligne 5, et on va juxtaposer les 2 lignes du couple Soleil-Terre côté design, qui là, en l'occurrence, donne la ligne 2, pour former le profil 5-2. Ça veut dire que cette personne va jouer un rôle, ou va jouer son rôle d'une manière particulière, d'une manière 5-2. J'aime bien comparer ça à un rôle qu'on joue, c'est-à-dire imaginez, il y a eu une multitude de films de Roméo et Juliette. Dans chaque film, Roméo n'a pas le même script, ni le même rôle, ni le même costume. Enfin, il a globalement le même rôle, mais il n'a pas le même script, ni le même costume. Notre profil, il vient parler de ça. Comment, si moi je suis Roméo ou Juliette plutôt, comment je vais jouer mon rôle
de Juliette dans le film qui est le mien et qui est représenté par ma mission de vie. Les lignes sont toujours les mêmes pour le couple Soleil-Terre. On trouvera toujours la même ligne pour le Soleil et la Terre personnalité, la même ligne pour le Soleil et la Terre design. Donc si on revient à ce que nous apporte le troisième niveau de structure de l'hexagramme, on a les portes, bien entendu, qui définissent toujours nos potentiels, nos qualités innées, nos ressources. On a les lignes qui vont donner une qualité particulière de la porte et qui, dans la juxtaposition des lignes Soleil-Terre, vont donner le profil, la structure de notre personnalité ou comment je joue mon rôle dans ce monde. Et ça va venir définir notre style d'interaction avec les autres et aussi nos besoins particuliers. Chaque ligne a des besoins d'interaction particuliers et des besoins particuliers. Le quatrième niveau de structure, je ne vais pas dire mon préféré, mais celui qui me passionne le plus, je crois, c'est la structure du mandala. On en revient encore à ce mandala qu'on peut découper en 4, comme un camembert qu'on va découper en 4 parts, qui vont représenter ce qu'on appelle dans ce modèle les 4 quartiers, 4 domaines, 4 grands domaines d'accomplissement. Chacun de nous s'accomplit dans un quartier, un de ces 4 quartiers, et ça va venir définir de quelle manière je rayonne dans le monde, de quelle manière je me déploie, comment je m'accomplis dans le monde. On a 4 domaines. Le domaine de la transformation, appelé aussi la mutation, le domaine du mental, appelé l'initiation, le domaine de la forme, appelé civilisation, et le domaine des relations, appelé aussi dualité. La dualité existe à partir du moment où on est deux, donc où on relationne. Dans le domaine du mental, on va initier, grâce à notre mental, à notre capacité à transmettre, à enseigner, à comprendre, on va initier un changement qui va être construit ensuite dans la forme, dans la civilisation. La civilisation, c'est là où on va construire notre monde, notre civilisation, nos institutions, tout ce qui va permettre à l'humain de se déployer, de se sentir bien, d'être en bonne santé, de se déployer et ensuite de pouvoir relationner, interagir, co-créer, faire des projets, faire des bébés. Tout le monde de l'interaction se trouve dans le quartier des relations. Et on a ensuite l'étape de transformation de ce qui a été fait. Ça veut dire, il y a un moment donné, il faut s'arrêter pour regarder, tirer de leçons, transformer et réensemencer la roue avec cette mutation, cette transformation et des idées nouvelles. Où c'est que ça commence? On n'en sait rien. Je vous ai mis en premier le quartier de la transformation. Il y a, c'est un peu comme l'œuf et la poule. Il n'y a pas un endroit où ça commence. Puisque on pourrait dire que ça commence dans la porte 41, puisque dans le design humain, on dit que l'année démarre quand le soleil rentre dans la porte 41. On pourrait dire que ça démarre à la porte 1, parce que c'est la porte du créateur, c'est la porte de la manifestation de soi. Ça commence et ça finit partout, c'est les cycles. Et puis la beauté de ce mandala, elle continue parce que ce mandala, où chaque quartier peut se diviser en 4, et ces 4 ou ces 16 du coup divisions dans le mandala vont nous donner 16 grands archétypes qui viennent parler de quelles sont mes forces profondes, mes forces archétypales. Et la beauté de ces 16 découpages ou de ces 32 rayons, c'est qui se croisent au niveau de la porte 1, qui est la porte du créateur, dans le centre de l'identité, qui est le centre de l'amour et le centre du soi. Donc chacun de nous, en fonction de où se situe notre soleil personnalité, va s'accomplir dans un quartier et va avoir en lui des forces profondes, des forces archétypales qui vont le faire agir dans le monde. Le dernier et 5e niveau structure, la structure des variables, et comment
voir les neurosciences sous un autre angle. On a vu qu'on avait 64 portes, que chaque porte avait 6 variations différentes, c'est-à-dire 6 lignes. Et chaque ligne, donc les lignes on les voit ici, chaque ligne a elle-même 6 couleurs différentes. Ces couleurs ont elles-mêmes 6 tonalités différentes et ces tonalités ont elles-mêmes 5 bases différentes. Quand on fait 64 x 6 x 6 x 6 x 5, on obtient 1080. Ça veut dire qu'on a 1080 variations de chaque porte. Je rectifie, quand on fait 6 x 6 x 6 x 5, on obtient 1080 variations pour chaque porte. Et quand on multiplie ça par 64, on a 69 120 potentialités à déployer dans ce monde. 69 120 petites graines à faire germer pour qu'elles donnent des fruits. C'est vertigineux. Moi, je trouve ça vertigineux. Et ça montre en fait tout le côté unique de chacun de nous. Et donc, c'est sous cette surface des portes et des lignes, on a encore les couleurs qui sont représentées ici en bleu foncé et les tonalités qui sont représentées ici en bleu clair, qui sont ces numéros qui vont donner l'orientation des flèches centrales. Et pourquoi je raccroche ça aux neurosciences et que j'appelle ça les neurosciences avancées? Parce que les neurosciences, elles regardent le cerveau. On va nous parler du cerveau droit et du cerveau gauche. Nous, on va regarder le cerveau, qui va bien entendu se décliner en cerveau droit et cerveau gauche, mais plus profondément que ça, en 6 variations. On va 6 x 6, même 36 variations. On va regarder notre corps, comment fonctionne notre corps. On va regarder nos yeux, notre vue, et on va regarder notre mental. Ça veut dire, les couleurs, elles viennent donner la manière dont fonctionne mon cerveau, mon corps, mes yeux, mon mental. Ça veut dire comment fonctionne mon cerveau, comment fonctionne mon corps et aussi quels sont les besoins de mon cerveau, les besoins de mon corps. Mon cerveau le mien est différent du vôtre. Comment mes yeux voient et de quoi mes yeux ont besoin, qu'est-ce que mes yeux ont besoin de regarder et comment mon mental va structurer l'information qu'il reçoit. Donc on n'est pas du tout à cerveau droit, cerveau gauche, au contraire, on arrive à 16 différentes structures en fonction de ces 4 variables. Et pour chacune, 6 manières de fonctionner. C'est comme si on regardait, non pas le véhicule et le passager, mais c'est quoi ce véhicule? C'est quoi le moteur? C'est quoi la marque? Combien de soupapes? Essence, gasoil? Comment ça marche ce véhicule? Et le passager dedans, il est comment? Il est les yeux bleus, les yeux marrons? Comment il voit la vie? Est-ce qu'il a des lunettes, pas des lunettes? Comment il structure l'information avec ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il raconte? En fait, les couleurs et les tonalités vont venir nous décrire ce qu'il y a à l'intérieur de ce véhicule et à l'intérieur de ce passager. Si je fais un résumé qui vient du coup décrire les différentes formations HDI proposées par Atypically, on a 5 niveaux, les 5 structures qu'on vient de voir. La structure et l'organisation des 9 centres qui vont nous donner, bien entendu, des informations sur les centres, les différents types énergétiques, les différentes stratégies d'interaction, comment les forces vitales sont organisées et quelles sont les stratégies décisionnaires pour chacun de nous. Le niveau 2, la structure et l'organisation des forces vitales, les canaux et les groupes de canaux, comment ils sont organisés, qu'est-ce que ça vient révéler de ma fréquence et de mes valeurs fondamentales.
Le niveau 3, la structure de ma personnalité, appuyée sur la structure de l'hexagramme, les lignes et les profils. Le niveau 4, la structure du mandala, avec les quartiers et les archétypes, les forces archétypales qui sont les miennes. Ce qui m'anime en fait, les forces archétypales, c'est ce qui m'anime, ce qui, j'aurais envie de dire, c'est le moteur qui fait circuler l'énergie à l'intérieur de moi. Le niveau HDI 5, c'est la structure des variables et toute la notion des neurosciences qui viennent aussi nous décrire comment moi j'apprends, comment je fais rentrer l'information à l'intérieur de moi, de quelle manière l'information rentre en moi, quelle est la meilleure manière pour moi de faire fonctionner mon cerveau et mon mental, mon hardware et mon software. Et puis, une fois tout ça vu, on peut aller étudier les portes. Tant qu'on n'a pas vu le mandala, tant qu'on n'a pas vu les centres, tant qu'on n'a pas vu les fréquences des groupes de canaux, on ne peut pas intégrer une porte. Donc c'est dans le 6e module HDI Coach qu'on va aller regarder les portes et qu'on va voir comment on peut mettre tout ça en application, faire allumer le moteur, mettre tout ça en lien pour pouvoir lire de manière holistique le schéma corporel sans rien oublier. Regarder un schéma corporel en ne regardant que le type, la stratégie, l'autorité intérieure, les portes et les canaux, il manque un morceau. Il manque ce qu'il y a en dessous et qui vient animer le schéma. Et c'est ça qu'on regarde dans ce 6e module HDI Coach. Les mises en application de tout ça, c'est bien entendu pour chacun et chacune de nous, pour chaque individu, pour notre vie personnelle et professionnelle. Ça permet aussi de comprendre les relations, les interactions, les associations, les partenariats. Chaque fois que j'interagis avec quelqu'un, il y a une part de moi, il y a une part de lui. Comprendre comment 2 schémas viennent se juxtaposer. Ça nous permet de mettre ça en application sur la compréhension des structures familiales et apaiser les structures familiales, accepter nos enfants tels qu'ils sont et arrêter de les conditionner. Et mon petit dada, ça vient nous permettre aussi de mieux organiser les équipes, les partenariats. Parce qu'en fait, quand on comprend le mandala et qu'on comprend cette structure du vivant, on voit que cette notion de fractal, en fait, hein, avec sous la structure, ces différentes couches qui s'imbriquent, viennent nous permettre de comprendre les architectures sous-jacentes au vivant qui vont nous permettre d'organiser les équipes correctement, c'est-à-dire en s'enracinant sur la structure atomique, la structure moléculaire, la structure des organes, etc. On a beaucoup à apprendre de l'intérieur, hein, comment fonctionnent nos organes pour réussir à mieux organiser les équipes à partir de chaque petite cellule qu'est l'individu. J'avais envie de vous rajouter 2 petites diapos. Pour qui? À qui s'adresse ce modèle? Ben, à tout le monde et à soi, bien entendu. Se former, alors souvent je dis qu'un jour on remplacera les cours d'histoire par des cours de d'holo design intégratif ou de design humain, peu importe, pour que chaque enfant puisse mieux se connaître, plutôt que de connaître, certains aspects de l'histoire. Donc pour tous et pour soi, se former pour les coachs, les facilitateurs, c'est mieux accompagner ses clients. Se former pour les RH, les managers, c'est mieux accompagner ses équipes, mieux orienter, les membres de son entreprise. Pour les éducateurs, les enseignants, c'est trouver les meilleurs systèmes d'apprentissage à partir des enseignements des neurosciences appliquées, des neurosciences actualisées pour créer des vrais systèmes, des vrais moyens de permettre aux enfants d'apprendre en se calant sur la structure particulière et unique de chacun. Si vous êtes quelqu'un qui accompagne dans les reconversions, les bilans de compétences, ce modèle est merveilleux et permet de donner du sens aux expériences passées. Pour les parents, les grands-parents, moi j'ai souvent des grands-parents qui me font faire les designs de leurs petits. Et la liste est non exhaustive et bien entendu
pour soi. Voilà. Se former pour mieux se comprendre soi et mieux, se conduire dans sa vie. Devenir un conducteur de soi-même. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le moment. On est dans une grosse, grosse transition, dans une porte qui va se fermer, une porte qui va s'ouvrir, dans une fin de cycle, 2020-2027. Une porte se ferme, une porte s'ouvre, un monde se termine, un nouveau monde s'ouvre. C'est plus que jamais le temps de s'aligner. C'est plus que jamais le temps d'être soi-même, de se déconditionner, de sortir de la case dans laquelle on m'avait mise, je m'étais mise, pour faire comme les autres. C'est le moment, profondément, c'est le moment d'être soi, c'est le moment d'accompagner nos enfants, c'est le moment de passer de l'homogène à l'hétérogène, pour créer un monde dans lequel les humains, ne vont pas s'adapter aux structures et donc aller dans l'homogène, tout le monde est pareil, hein, il y a une structure, tout le monde doit fonctionner de la même manière, mais pour que les structures s'adaptent à l'humain, c'est-à-dire à l'hétérogène. C'est profondément le moment. Voilà, je peux pas en dire plus. Et c'est aujourd'hui pour moi l'outil le plus précis, le plus efficace, le plus puissant pour s'aligner, pour se connaître, se comprendre, se légitimiser très rapidement, le plus rapidement qu'on peut avec ce modèle et le plus précisément possible. Pour ne pas encore se mettre dans une case en se disant: «Je suis ça». Voilà, moi je suis une couleur, jaune. Non, je suis plus qu'une couleur, je suis plus qu'une case. Je suis un monde à moi tout seul, au cœur, de ce mandala, je suis une architecture du vivant à moi tout seul et j'ai besoin de m'aligner sur ce qui est à l'intérieur de moi, sur ce que la vie a mis à l'intérieur de moi pour manifester ça, parce que sinon le monde ne l'aura pas. J'en ai fini pour cette présentation et si vous avez des questions, bien entendu, j'aurai grand plaisir à y répondre.